C'est vrai que ça, c'est des situations vraiment qu'on va appeler l'horreur absolue. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'innommable. Déjà pour cette mère qui est violée par son fils, euh, comme on le sait, hein, le viol, c'est une arme de guerre. Dans tous les pays où il y a de la guerre, le viol, c'est une arme de guerre. Ça démarre par les enfants, les femmes, comme ça ne suffisait pas, les hommes. Et puis, effectivement, ce que vous décrivez là, les enfants qu'on amène à violer leur mère. C'est vraiment l'impensable. Pour cette mère-là, il y a vraiment ce qu'on va appeler un meurtre psychique. C'est-à-dire que psychiquement, même si physiquement elle est là, elle est morte parce que ça fait vraiment partie des lois fondamentales qui régissent la psychologie de tout être humain. C'est l'interdit de tuer et l'interdit de l'inceste. Donc, à partir du moment où il y a cette relation d'une mère forcée avec son fils, ça l'amène dans une transgression qu'elle n'a même pas souhaitée. Malgré tout, elle va ressentir beaucoup de culpabilité, le sentiment de honte qui va parfois l'empêcher de parler. Et on peut se poser des questions sur les interactions qu'elle va avoir avec cet enfant par la suite. Ça peut être très, très compliqué de rétablir des relations avec son fils, même si elle sait au fond d'elle qu'il a été forcé à le faire. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir qui portera sur les troubles de stress post-traumatique. Comme vous le savez, l'Afrique a vécu plusieurs événements dramatiques, des conflits sociopolitiques dont les victimes sont souvent laissées pour compte sans prise en charge psychologique nécessaire. Quelles peuvent en être donc les conséquences d'abord pour ces victimes, mais aussi pour nos sociétés en Afrique? C'est à cela que va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, le docteur Rose Sita. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian, bonjour monsieur le journaliste. Merci docteur de votre disponibilité pour cette interview. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télartiviste, soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Je puis vous rassurer que vous avez fait le bon choix. Ainsi, je vous invite donc à liker et à partager cette émission pour nous aider à parfaire notre audience. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines publications. Alors, docteur Rosita, je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur les troubles de stress post-traumatique. Dans un premier temps, j'aurais bien voulu que vous nous disiez comment se manifeste-t-il, est-ce perceptible dans le comportement des victimes ou des sujets, s'il faut les appeler comme ça, où il faut absolument un diagnostic médical tout à fait spécifique. Je voulais commencer déjà en disant que je souhaite rendre hommage à notre continent, hein, ce continent africain qui nous tient tous à cœur, qui a traversé de nombreuses périodes, hein, notamment la traite négrière, l'esclavage. Ça a laissé des traces au niveau de notre psychisme. Et quelquefois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce comme ça d'identification aux agresseurs qui font qu'on répète, et même parfois de façon encore plus violente, les drames qu'on a connus dans les siècles anciens. À quel stade les stress, bien sûr, comme on l'appelle ici, les troubles de stress post-traumatique, nécessitent-ils une prise en charge, par exemple? À quel moment ils sont critiques? Ou c'est dès le début, dès les premiers jours, ou sinon dès qu'on les constate qu'il faut les prendre en charge? Alors moi, je suis partisane de la prévention. Je pars de l'idée qu'à partir du moment où on a été confronté à un événement stressant, hein, qui peut effectivement être quelque chose qui vient vraiment vous perturber, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir en parler rapidement ou en tout cas rencontrer des spécialistes. Et bien sûr, quand je dis ça, je sais qu'en Afrique, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas énormément. Euh, dans les pays occidentaux, en France, on a des cellules d'urgence médico-psychologique qui se mettent en place à chaque fois qu'il y a un événement potentiellement traumatique. Donc, si on peut s'auto-observer et les 3-4 jours qui précèdent l'événement,
S'il y a des changements dans ses habitudes, à ce moment-là, on peut commencer peut-être à consulter. Sinon, la majorité des personnes qui ont vécu des événements traumatiques s'en sortent parce qu'il y a ce qu'on appelle la résilience, la capacité de pouvoir rebondir face à des événements traumatiques. Les autres personnes, en fonction aussi de leur psychologie, hein, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont une psychologie beaucoup plus forte, ce qui fait que confrontés aux mêmes faits, ils ne vont pas réagir de la même façon. Donc, les jours, 4-5 jours, les semaines qui suivent l'événement traumatique, il faut regarder si on a des cauchemars, si on a des troubles au niveau alimentaire, s'il y a une perturbation au niveau de son sommeil, s'il y a une irritabilité aussi. Hein. Souvent, c'est l'entourage qui va dire à la personne, ben, c'est bizarre, tu n'es plus drôle, tu es tout le temps triste, etc. Je pense qu'à partir de là, ça doit être des signaux d'alerte pour pouvoir consulter parce qu'il y a des solutions. Toutes les victimes réagissent de la même manière, c'est-à-dire on ressent tous ces effets que vous venez d'énumérer ou bien chacune des victimes a sa propre manière de réagir ou de présenter, par exemple, les symptômes. Alors, ils ne vont pas forcément tous avoir les mêmes symptômes, mais il va falloir un nombre, une multitude de symptômes pour qu'on puisse faire le diagnostic des troubles de stress post-traumatique. Ce qu'on sait souvent, c'est vraiment la réminiscence, c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks. Vous n'êtes plus dans une situation de danger, mais de temps en temps, il y a des images qui s'introduisent dans votre mémoire, qui reviennent sous forme de flashback. Vous êtes souvent en situation d'alerte permanente. Il y a des angoisses, le sommeil qui est perturbé. Donc, tout ça mis bout à bout, ça nous amène effectivement à poser le diagnostic de stress post-traumatique. Mais chez certaines personnes, on va avoir peut-être une accentuation des troubles du sommeil. Chez d'autres, ça peut être une angoisse au quotidien, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je vais prendre un cas tout à fait spécifique, notamment le viol, c'est-à-dire les femmes. Mais ici, la spécificité, c'est qu'il y a dans les conflits, hein, on a vu ça en Afrique, dans les conflits, et peut-être aussi ailleurs, où les femmes, une maman par exemple, a été forcée de s'accoupler avec soit son fils. Quelles peuvent être les conséquences, par exemple? Comment on pourrait réagir cette femme à la longue et comment identifier tout cela? C'est vrai que ça, c'est des situations vraiment qu'on va appeler l'horreur absolue. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment l'innommable. Déjà pour cette mère qui est violée par son fils, comme on le sait, hein, le viol, c'est une arme de guerre. Dans tous les pays où il y a la guerre, le viol, c'est une arme de guerre. Ça démarre par les enfants, les femmes, comme ça ne suffisait pas, les hommes, et puis effectivement, ce que vous décrivez là, les enfants qu'on amène à violer leur mère. C'est vraiment l'impensable. Pour cette mère-là, il y a vraiment ce qu'on va appeler un meurtre psychique. C'est-à-dire que psychiquement, même si physiquement elle est là, elle est morte parce que ça fait vraiment partie des lois fondamentales qui régissent la psychologie de tout être humain. C'est l'interdit de tuer et l'interdit de l'inceste. Donc, à partir du moment où il y a cette relation d'une mère forcée avec son fils, ça l'amène dans une transgression qu'elle n'a même pas souhaitée. Malgré tout, elle va ressentir beaucoup de culpabilité, le sentiment de honte qui va parfois l'empêcher de parler. Et on peut se poser des questions sur les interactions qu'elle va avoir avec cet enfant par la suite. Ça peut être très, très compliqué de rétablir des relations avec son fils, même si elle sait au fond d'elle qu'il a été forcé à le faire. C'est quand même des situations. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que l'humanité a des bottes pleines de boue et qu'en chaque être humain, il y a un potentiel assassin, il y a un potentiel, voilà, il y a vraiment des pulsions d'agressivité, mais on les sublime à travers la culture. Et je crois que quand on se retrouve dans ces situations-là, généralement, les personnes qui en arrivent à ça, pas l'enfant qu'on a forcé à coucher avec sa mère, mais les personnes qui l'obligent à le faire, j'ai tendance à dire qu'ils ont quitté l'humanité. Il arrive que la victime opte pour le silence, c'est-à-dire la loi du silence, c'est-à-dire par probablement honte. Bon, il y en a aussi qui s'expriment, qui présentent évidemment, qui parlent de leur situation. Mais lorsque vous vous retrouvez sur des cas des victimes qui optent pour la loi du silence, comment agissez-vous? Comment vous y prenez? Installer une relation de confiance. Je pense que
savez que le corps garde la mémoire des souffrances. Les personnes qui sont dans la loi du silence, on ne peut pas ne pas communiquer. Elles vont communiquer par le regard. Parfois, il suffit simplement d'un regard pour pouvoir se dire que derrière ce regard, il y a probablement de la détresse. Ça va être effectivement, ça peut être par des soupirs, etc. Donc, le corps va nous donner des symptômes, des signaux qui vont nous permettre petit à petit de mettre la personne en confiance pour qu'elle puisse, au fil du temps, exprimer l'horreur. Donc, c'est vraiment dans une relation de confiance qu'on peut arriver à les faire dire ce qu'elles ont vécu. Le viol, tout à l'heure, vous avez dit que c'est une arme de guerre. Je voulais un peu comprendre avec vous comment elle fonctionne, cette arme, et pourquoi utiliser le viol comme arme de guerre. Comment elle fonctionne d'abord, cette arme? Alors, c'est vraiment une façon de détruire la personne dans ce qu'elle a de son humanité. Mais c'est aussi un message. Alors, comme en Afrique, il y a des guerres effectivement souvent interethniques, c'est aussi un message qu'on envoie à l'ethnie de la personne pour détruire complètement. C'est-à-dire que non seulement on détruit la personne en tant que sujet, mais on détruit aussi son ethnie. Hein, et vraiment, on est vraiment dans cette... Voilà, je pense qu'on vraiment parle des conséquences sur le plan sociétal. C'est parce que ça ne touche pas que la personne. Ça vient vraiment donner un message à son ethnie, à savoir, ben voilà, si vous continuez à pas obéir ou je ne sais pas pourquoi, voilà aussi ce que vous allez subir. Donc, c'est au-delà même de la personne. C'est une façon justement de vouloir gommer et annuler l'ethnie, son ethnie d'appartenance. Alors, revenons donc aux autres cas, par exemple, les jeunes enfants, ce qu'on appelle couramment les enfants soldats. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous voyez, ces petits enfants qui n'ont pas encore l'âge, par exemple, de poser ce genre d'acte, mais quand on enrôle de force et parfois sous la drogue, quand ces enfants ont vécu ces horreurs, quand ils ont posé ces actes, quand ils ont tué, il faut utiliser les termes qu'il faut, est-ce que cela peut avoir des conséquences dans leur éducation future? Ça a des conséquences dans leur éducation, dans leur relation avec les autres, dans leur rapport à eux-mêmes. Certains vont être dans la toute-puissance, donc ils vont se sentir invincibles. Et ils ne vont pas intégrer l'idée qu'on est dans une altérité, que moi, je suis quelqu'un avec mes propres désirs, j'ai ma personnalité, lui aussi. Donc, ils sont dans un truc un peu où, effectivement, ils se croient tout permis. Donc, on a ça. Et puis, il y a d'autres, ceux qui sont les moins, qui n'avaient pas une psychologie pathologique en dessous, qui vont être beaucoup dans la culpabilité, hein, avec des remords. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un travail qu'on peut amorcer avec eux. Il y a des personnes qu'on reçoit ici, hein, qui ont fui les pays de guerre, qui viennent ici en thérapie et qui, effectivement, sont pris de culpabilité. Et il faut vraiment travailler là-dessus pour éviter encore qu'ils continuent à le faire. Parce qu'à partir du moment où ils ont été initiés, hein, c'est un terme malheureusement que j'utilise comme ça, voilà, ils ont été initiés à ça, il y a un risque qu'à un certain moment, ils aient envie de recommencer. Donc, c'est vraiment, j'ai même un message à adresser aux victimes. C'est vraiment de dire que quand on a été victime des faits graves, de viol, de torture, euh, il faut essayer d'éviter de développer le syndrome de Stockholm, hein, qui est vraiment l'identification à l'agresseur, qui fait qu'à un certain moment, on va être fasciné par son bourreau et avec le risque de reproduire ce que le bourreau vous a fait. Hein. Il y a parfois une empathie pour le bourreau qui va faire que les personnes vont reproduire les scènes de violence auprès d'autres personnes. Quelle est donc la capacité mémorielle de ces enfants-là, par exemple, les enfants qu'on prend à 10 ans, 13 ans, par exemple, 15 ans, pour aller évidemment poser des actes comme on est en train de le dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, nous sommes à la télé. Quelle est leur capacité mémorielle? Pendant combien de temps leurs cerveaux peuvent garder ces images et continuer à agir en eux? Oui, vraiment très bonne question. S'il n'y a pas d'action thérapeutique, euh, vous savez que les violences, le viol, les traumatismes altèrent notre capacité de jugement, donc altèrent les grandes fonctions intellectuelles, la mémoire, l'attention, la concentration, etc. À partir du moment où on a vécu des choses comme ça, il y a une désorganisation de la pensée.
Donc, s'il n'y a pas un travail thérapeutique derrière, c'est des personnes qui vont fonctionner sans aucune censure psychique. Et donc, elles peuvent être vraiment très dangereuses, y compris même dans leur propre famille. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut avoir des enfants au sein même de la famille qui continuent à torturer leurs proches parce qu'à un moment, il y a une forme de désinhibition du fait que le psychisme a été impacté par des événements traumatiques. Donc, vraiment, à chaque fois qu'on peut mettre en place un travail psychothérapeutique, ça évite que ça se reproduise. Lorsque vous les prenez en charge comme ça, puisqu'on va évoquer peut-être d'autres cas aussi, cela peut prendre combien de temps? Est-ce qu'il faut les prendre en charge en permanence ou bien il y a un temps bien défini pour cela? Alors, c'est vrai que là, bon, voilà, il y a certainement des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres qui vont nous écouter. J'ai tendance à dire aujourd'hui que dans des états de stress post-traumatique, il faut utiliser plusieurs outils. Il y a des outils aujourd'hui qui marchent très bien, qui sont par exemple l'hypnose. Mais il y a aussi un outil qui marche très bien qu'on appelle l'EMDR. C'est des thérapies qui permettent d'aller décoller le souvenir aux émotions et permettre à la personne, au bout de 3-4 mois de traitement, de reprendre le cours de sa vie. Donc, c'est des traitements un peu plus rapides par rapport à une psychothérapie classique ou qui peut prendre des mois, voire des années. On a quand même quelques petits traitements, quelques outils psychothérapeutiques qui peuvent fonctionner sur du 3-6 mois. Parfois, il faut rajouter un traitement derrière tout ça pour permettre à la personne justement de retrouver ses capacités de penser et reprendre une vie ordinaire. Mais sans traitement, le risque de répétition est trop grand. Vous avez dit, docteur, sans traitement, le risque est très grand, je crois que dans la société aussi. Mais est-ce que cela peut évidemment expliquer le regain de violence que nous assistons, par exemple, dans nos sociétés? Je vais parler de mon pays, hein, le Congo-Brazzaville. Chez nous, on parle, par exemple, de ce phénomène des bébés noirs. Est-ce que il y a un lien avec ces troubles, bien sûr, ce qu'ils ont vécu, par exemple? euh, sur le terrain de la violence. Oui, pour moi, bien sûr qu'il y a un lien. À partir du moment où on a été exposé, on a vécu, on a subi, parce que parfois, quand eux-mêmes, ils agressent, ils ont eux-mêmes été agressés. Donc, ça crée vraiment un traumatisme qui altère les capacités de pensée, les capacités de jugement, qui font qu'à un certain moment, l'être humain n'est plus vécu comme un être humain, il est chosifié. C'est quand même ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'en prend de façon aussi violente à son prochain, c'est qu'on considère que l'autre, c'est une chose, ce n'est plus une personne. Et donc, à ce moment-là, on peut aller très, très loin avec elle. C'est-à-dire qu'on va torturer. Il y a vraiment, moi, j'ai reçu des personnes, quand elles me racontent, elles me disaient même, je suis sûre que ça va vous choquer, elles vous racontent vraiment jusqu'où elles ont été dans l'horreur. Et elles disent aussi ce qu'elles ont vécu. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'à partir du moment où on a vécu des choses aussi traumatiques, le risque, c'est de reproduire la même chose et donc voilà, de rendre effectivement une société vulnérable. Hein, parce que c'est pourquoi ça se reproduit autant. C'est parce qu'effectivement, à un certain moment, il n'y a pas de traitement qui a été mis en place, il n'y a pas eu de censure. Et puis, comme en plus, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, parce que il y a des personnes qui vont continuer à menacer ou à torturer avec des enjeux financiers derrière, hein, où ils vont demander de l'argent, ils vont demander des biens. On est quand même parfois dans des situations où tout se mélange. Où là, où l'aspect économique aussi, vous avez quelqu'un qui regarde la télé, il voit des biens un peu, parce qu'il y a aussi la question de la répartition des richesses. Bon, mais ça, c'est un combat que je mène aussi, voilà, sur le plan mondial, c'est-à-dire que là, il y a un problème de répartition des richesses. La personne qui est dans un continent pauvre, qui voit tous les gaspillages, qui voit tout ce qui se passe, malheureusement, avec effectivement ces fragilités déjà à la base, elle est capable d'aller agresser même des proches, ce qu'on n'avait pas il y a 30-40 ans. Je pense qu'il y avait quand même la question du respect, il y avait la question de l'éducation qui était très importante en Afrique. Et je trouve que vraiment aujourd'hui, ça se perd.
adultes aussi, bien sûr, qui ont été enrôlés, bien sûr, dans ces activités, puisqu'on en a vu. Encore les soldats, je vais dire, il y en a qui apprennent à tuer, bon, c'est leur métier, mais les civils qu'on enrôle dans ces conflits sociopolitiques, qui vivent ces atrocités, qui commettent des crimes. Et vous avez dit à ceux qui finalement terminent par s'identifier à ces crimes et les transposent d'ailleurs dans la vie quotidienne. On a parlé tout à l'heure des bébés noirs, mais je voulais comprendre ce phénomène. Comment est-ce que vous interprétez cela, que quelqu'un arrive à finalement s'accoutumer à la violence et qui ont fait finalement, j'allais dire, un comportement quotidien et puis normal. Tuer n'est plus un souci pour lui. Et puis, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Parce que quelqu'un me disait un jour, dit, mais je ne comprends pas, comment les gens arrivent-ils à donner la mort gratuitement aux autres et puis ils sont tranquilles, sans remords, ils sont là dans la société, ils peuvent rire avec vous. Comment vous interprétez ce phénomène-là? Alors, c'est vrai que sur le plan psychologique, on n'est pas tous dotés de la même, on n'est pas logés à la même enseigne. Il y a des personnes qui ont des problématiques déjà qui sont hors la loi, pour lesquelles on a énormément de mal à soigner. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune empathie. Vous savez, il y a des personnes qui vont commettre des atrocités et quand vous leur demandez qu'est-ce que vous ressentez pour la victime, elles vous disent je ressens rien, avec une espèce de froideur. C'est une pathologie psychiatrique aussi, hein, le fait de ne pas ressentir de l'empathie vis-à-vis de sa victime. Et donc, pour ces personnes-là, et c'est vraiment très important qu'elles soient protégées dans des centres, même ici en France, par exemple, il y a des personnes pour lesquelles on ne peut pas soigner parce qu'elles ne sont pas du tout, elles n'acceptent pas les traitements, etc. Donc, on va effectivement mettre en place des centres éducatifs fermés ou même dans des structures psychiatriques, il y a des structures beaucoup plus fermées qui existent pour éviter que la personne continue à s'en prendre à son prochain. Donc, c'est vrai que quand ces enfants se baladent comme ça dans la rue, qui sont complètement hors la loi, vous savez, les transgressions, quand elles ne sont pas travaillées, elles deviennent sans limite. Donc, ils vont de plus en plus loin. Au départ, on va peut-être bousculer. C'est comme dans les phénomènes de violence conjugale. Hein. Au départ, on bouscule. C'est dès le début qu'il faut effectivement porter plainte pour qu'il y ait l'autre stop. Donc, ils vont commencer par bousculer. Ils vont peut-être taper et puis au fur et à mesure torturer et aller de plus en plus loin. Et parce qu'à un certain moment, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'empathie vis-à-vis de leur prochain. Et on a des enfants dans les rues en Afrique qui sont là-dedans, quand on sait que rajouter à cela la drogue, hein, ils vont se droguer et à un certain moment, on n'est pas en possession de ses moyens si on est sous l'emprise de la drogue. Donc, c'est vrai que c'est un phénomène de société grave. Comme ça, un phénomène, mais très récurrent en plus, dans nos sociétés, peut-être pas seulement au Congo, où les couples mariés, hein, ou parfois non mariés, mais qui vivent, et qui partagent le toit, bien entendu, pendant longtemps, parfois ils ont des enfants, donc ils ont formé une famille. Il arrive que lorsque le mari, souvent, quand le mari décède, les parents du monsieur viennent sortir la dame de la maison, c'est-à-dire on lui ravit tout, voilà, on lui demande de s'en aller, et puis voilà, elle perd tout. Est-ce que ce phénomène peut être aussi interprété et a des conséquences, par exemple, peuvent générer évidemment les troubles de stress post-traumatique? Oui, monsieur le journaliste, oui, cher Christian, je pense que vraiment, ça fait partie des risques. Hein, ce genre de situation peut vraiment générer des troubles de stress post-traumatique. Parce que imaginez une femme qui a vécu toute sa vie avec son mari, qui a construit, co-construit avec lui un certain nombre de choses, avec qui elle a fabriqué des enfants, probablement, avec qui elle a peut-être parfois galéré, avec qui elle a partagé des joies, des peines. Et du jour au lendemain, la famille de monsieur vient la sortir. Je pense que c'est quelque chose d'épouvantable. D'épouvantable, pourquoi? C'est-à-dire que la famille, à ce moment-là, n'a pas intégré le fait que le principe d'une éducation, c'est de permettre aux enfants de partir et de voler de leurs propres ailes. Et donc, l'autonomie psychique, ça passe aussi par le fait de quitter papa et maman, d'aller construire sa vie avec quelqu'un au départ qui était une étrangère ou un étranger, avec lequel on va continuer justement à évoluer. Donc, quand ce genre de phénomène arrive, cette femme qui est déjà marquée par la mort de son mari, qui est quand même quelque chose de très, très difficile,
si en plus c'est la double peine, c'est-à-dire qu'elle perd son mari, mais en plus on vient la déloger de chez elle. Je pense qu'en termes de traumatisme, c'est quelque chose d'épouvantable. Et ça, vraiment, je ne sais pas que dit en fonction des pays, parce qu'il y a des pays dans lesquels la justice ne représente rien, parce que ça, ce genre de situation, ça devrait faire l'objet d'une justice qui permette à cette femme de rester chez elle. On observe également chez ces dames, hein, malgré qu'elles vivent ces atrocités, bien sûr, il faut les appeler comme ça, n'ont souvent pas le courage de porter l'affaire, par exemple, en justice sous prétexte que, bon, on était mariés, on s'est aimés, c'est pas lui qui est à l'origine de ce que je vis aujourd'hui, ou simplement par amour. C'est comme les femmes aussi, hein, parfois mariées, peut-être qui ne sont pas victimes de ces phénomènes, mais qui sont battues tout le temps. Il y a comme une faiblesse pour ces femmes de porter ces violences, par exemple, ces cas, devant les tribunaux, sous prétexte que, bon, c'est mon mari, je ne peux pas lui porter plainte. Il peut y avoir d'abord l'ignorance. Ça, chez certaines personnes, elles peuvent ignorer que l'affaire peut aller en justice. Mais il y a aussi tout ce qu'on a intériorisé. Je pense qu'en France, par exemple, ou dans les pays occidentaux en général, le mariage, c'est l'union de deux personnes. En Afrique, le mariage, c'est l'union de deux familles. Et donc, du coup, effectivement, il y a des femmes qui intériorisent le fait qu'étant mariées, elles ont aussi épousé leur belle famille. Donc, si la belle famille vient les déloger, elles peuvent ne pas se sentir légitimes pour porter plainte, pour se défendre. Et ça, je pense qu'à un certain moment, ça fait partie vraiment des choses qui, pour les familles ou les belles familles, qu'il faudra vraiment travailler parce que c'est une violence qu'on fait aux enfants. Parce qu'on sort cette femme, qu'elle ait eu des enfants ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est même un manque de respect par rapport à son défunt mari. Si la famille, la belle famille respectait leurs proches, ils ne feraient pas ça. Je me demande finalement derrière, c'est quoi? C'est que des enjeux économiques. J'ai presque envie de dire que si vous respectez votre proche qui est décédé, vous deviez respecter la femme qu'il a choisie avec laquelle il a vécu pendant des années, et vous n'étiez pas là pour voir tout ce qu'elle a pu porter aussi dans cette cellule familiale. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, docteur Rose Sita, d'avoir été disponible pour nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir consacré votre temps si précieux, votre attention. Likez et partagez à cette émission, comme d'habitude, évidemment, pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines publications. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.